content de l'accueillir, ainsi que l'association des libres français. Je vais juste faire quelques annonces de prochaines conférences à la rencontre, et puis après je vous laisserai la parole pour parler de l'association des libres français, etc. Pour rapprocher le micro, on entend. Oui. Est-ce qu'il faut que je recommence? Non, je ne vais pas recommencer. Je veux juste annoncer quelques rencontres qui vont arriver là. Entre autres, ce week-end, il y a une rencontre Mémoire et Fraternité 2024. C'est les anciens appelés en Algérie et leurs amis contre la guerre qui organisent un week-end à la salle Le Clancher, rue de Champratel. Ça a lieu samedi et dimanche. Samedi, ça commence à 14h. Et dimanche à partir de 10h et ensuite à partir de midi. Donc c'est ça Le Clancher. Je vais vous lire simplement ce qui m'a été envoyé. D'un camp à l'autre, des camps de regroupement au camp de réfugiés. L'événement aura lieu ce week-end à la salle Le Clancher, je viens de vous le dire, à Champratel. Pour la 3e année, samedi 19 et dimanche 20 octobre, la 4 ACG, donc la 4 ancien appelé Algérie Amis contre les guerres, Auvergne-Rhône-Alpes, et la FPS 63 nous feront revivre l'histoire des camps de réfugiés pendant la guerre d'Algérie et la réalité des camps de réfugiés de nos jours. 2 journées pour écouter, partager, débattre et comprendre ce que fut pour de nombreuses familles algériennes la vie recluse dans un camp de regroupement pendant la guerre d'Algérie. Jean-Marie Mir, ancien appelé et adhérent de la 4 ACG, a vécu proche d'un camp de regroupement en Algérie. Malek Kellou, déplacé avec sa famille pendant la guerre d'Algérie, a vécu dans un camp à Mansoura, et Fabien Sacriste, historien spécialiste de l'Algérie et des camps de regroupement, animeront la première journée. La CIMAD, par la voix de Pierre Saint-Amand et Yves Chiliard pour les FPS, nous feront part de l'historique des camps de réfugiés de 1945 à nos jours et animeront la seconde journée. Le public, nous espérons nombreux, pourront voir le samedi après-midi un documentaire sur l'histoire de Malek, petit enfant algérien déplacé avec sa famille par l'armée française. Enfin, les 2 journées verront le week-end se terminer par la dégustation de baklavas préparée par Rojat, restaurateur iranien, et un concert de Moussa Kidan pour le rock Touareg. Pour en savoir plus, la librairie Les Raconteurs. Bon, voilà. Ah oui, il faut nous parler des livres. Ensuite, oui, le mercredi 30 octobre, les Amis de l'UMA fêtent les 120 ans de l'humanité en présence de Gérard Mordillat, qui est vice-président de la Société des Amis de l'UMA. Bon, je pense que tout le monde connaît Gérard Mordillat, qui est auteur, cinéaste, poète, écrivain. Ça commencera à 18h30 jusqu'à 20h, un moment convivial et musical animé par le duo On vient chez vous, pour échanger, se rencontrer, parler autour du verre d'amitié. C'est mercredi 30 octobre, hein, c'est pas le jeudi, d'habitude les rencontres ont lieu le jeudi, là c'est mercredi 30 octobre, ça commencera à 18h30, et ensuite ce sera suivi à 20h de lecture par Gérard Mordillat, de textes choisis, et ensuite d'échanges avec le public. Ici, il faut le dire au lieu. C'est ici que ça se passe. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ici, c'est ça qu'on chante. Oui. Ensuite, en ce qui concerne les amis dans les cerises, notre prochaine rencontre aura lieu le 18 novembre avec Christophe Dejour. Ça se passera, ça aussi, en 2 temps, puisque dans un premier temps, la rencontre aura lieu à la librairie des Volcans à 17h jusqu'à 19h, et ensuite la rencontre aura lieu à 20h15 ici même, donc ça, Georges Conchon. Christophe Dejour, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. La thématique, ce sera les enjeux du travail vivant aujourd'hui. C'est une conférence qui est organisée par la Société de médecine et de santé au travail pour la région Auvergne, SMESTRA. Je vais quand même présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Christophe Dejour, qui est professeur titulaire de la chaire de psychanalyse, santé, travail, et a dirigé le laboratoire de psychologie du travail et de l'action du CNAM. Il a également été directeur de recherche à l'université René Descartes Paris 5, avant de devenir professeur émérite à l'université de Paris-Nanterre. Il est le fondateur de la psychodynamique du travail et dirige l'Institut de psychodynamique du travail à Paris. Et donc la prochaine conférence après, mais je pense qu'on la présentera, ce sera le mercredi 20 novembre avec l'association Amarès, qui est une association mémorielle auvergnate
des réfugiés républicains espagnols. La thématique, ce sera la retirada. La retirada, c'est l'exode des réfugiés de la guerre d'Espagne. À partir de février 1939, ce sont près de 500 000 personnes qui franchissent la frontière franco-espagnole suite à la prise de Barcelone par les nationalistes du général Franco. La conférence sera animée par Ulysse Cabezuelo et ainsi que le président de l'association qui s'appelle Georges, et là je suis désolé, j'ai perdu son nom, je lirai après. Voilà, moi je crois que j'ai à peu près terminé ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole à Jacques. Voilà, merci bien. Je vous laisse. Tu nous quittes. Je vous quitte. Alors tout d'abord, merci de votre présence et bien entendu, merci à Noël Monod, dont le voyage depuis l'Isère a été une véritable aventure à cause des inondations, puisqu'elle a mis quand même 7h30 pour venir de l'Isère. Tous les bords du Rhône sont inondés, donc c'est une galère. Alors, je voudrais d'abord rappeler que Noël Monin était maîtresse de conférences en sociologie, formatrice d'enseignants à l'INSPE, et elle continue son activité de recherche dans le laboratoire Lyon 2, sciences de l'éducation, qui s'appelle Éducation, Culture et Politique. Je précise aussi qu'elle est également à la libre pensée. Alors, la libre pensée, je ne vais pas la présenter, ça serait trop long, simplement pour dire qu'elle date de 1848, c'est une des plus anciennes, c'est même la plus ancienne association démocratique du pays. Elle s'est construite sur la liberté de conscience et elle est à l'origine de la loi de 1905. Alors, quand un livre parle de laïcité, de discrimination, de racisme et d'école, les libres penseurs que nous sommes ne peuvent qu'être intéressés. Et quand ce livre est le résultat d'une enquête auprès des enseignants, nous le sommes encore plus. Et c'est vrai qu'après avoir lu ce livre, cet ouvrage universitaire, nous avons été enthousiasmés, parce que c'est enfin un livre d'une grande rigueur scientifique qui, contrairement à certains rapports télécommandés par l'État, qui sont remplis de, je pense au rapport Aubin, il paraît que certains enseignants disent que, selon certaines sources, j'aime bien ça, selon certains chiffres, où rien n'est précisé, là, ce livre dans ce livre, vous avez que la parole et le ressenti du personnel de l'éducation nationale, l'expression de leur vécu. C'est un livre enquête, et je dirais en même temps qu'un véritable hommage aux professionnels de l'éducation, comme l'indique son titre, personnel d'éducation confrontés aux difficultés multiples dans leurs tâches quotidiennes. Au passage, je rappelle que la laïcité institutionnelle n'est pas une opinion, mais un principe politique qui assure la liberté de conscience et permet donc à chacun de se forger ses opinions propres et de les exprimer. Et c'est l'État qui doit être garant de la laïcité. Et en ce sens, on attend de lui qu'il soit exemplaire. Or, quand on sait que depuis la promulgation de la loi Debré de 1959, cette année, par exemple, ce sont encore 12,5 milliards d'euros d'argent public qui sont versés dans les caisses de l'enseignement privé, ce qui représente environ 200 000 postes. Alors il est bon de rappeler ces chiffres au moment où l'État avait encore supprimé des milliers de postes dans les écoles, ce qui ne va pas faciliter le travail des personnels de l'éducation qui seront plus que jamais soumis à l'épreuve des manques de moyens. Donc, je te passe la parole. Merci. Voilà. Alors, bonsoir.
Je suis contente de vous exposer le résultat de cette recherche. Je remercie la Libre Pensée du Puy-de-Dôme de m'avoir invité, ainsi que les Amis du Temps des Cerises. Voilà, donc j'ai participé à cette enquête. J'ai écrit avec une collègue un article, il y a plusieurs articles dans cet ouvrage, et on est allé effectivement sur le terrain. Ce qui nous a intéressés, c'était de savoir comment les professionnels de l'éducation... Alors, je fais une petite parenthèse d'abord, il n'est pas question de vous donner des recettes en matière de laïcité, de racisme et de discrimination. Hein. L'objectif n'est absolument pas celui-là. L'objectif était d'aller sur le terrain, voir comment les professionnels de l'éducation s'en sortaient lorsqu'ils étaient confrontés à des problèmes liés aux religions, aux discriminations, au racisme. La première chose que nous avons faite, c'était de savoir quelles étaient ces épreuves. Est-ce qu'effectivement, comme on le dit, il y a des établissements scolaires qui sont empêchés de travailler parce qu'il y a beaucoup d'épreuves liées à ces questions, ou si ce n'était pas le cas. Voilà, donc je vais vous donner les résultats. Donc, la laïcité et le thème qui les entoure, là, ce soir, dans cet ouvrage, le racisme et les discriminations, on peut dire que ce sont des thèmes qui sont historiquement des questions vives, qui ont été largement débattues dans notre société depuis très longtemps. Mais ces questions vives, elles n'ont cessé d'engendrer des controverses, bien sûr, dans le débat public. Débat qui a récemment pris une ampleur importante dans le contexte des attentats. Donc, vous voyez, je vous mets quelques dates ici. Notre enquête s'est déroulée entre 2015 et 2020, avec des temps forts qui ont été 2018-2019. Mais entre ces dates-là, il y a eu des événements, effectivement, qui ont alimenté le débat. Donc, au regard de ce contexte post-attentat, il y a donc, et il y avait déjà avant, une certaine vindicte gouvernementale qui se déchaîne en particulier contre les musulmans, et dans les établissements scolaires aussi. Donc, le monde médiatique a colporté l'idée selon laquelle la capacité de l'école à former des citoyens serait entravée, empêchée, par effectivement des revendications religieuses, des attitudes prosélytes ou bien des attitudes relevant du racisme. Bien entendu, le doigt pointé vers les élèves qui sont repérés comme étant des élèves appartenant à la religion musulmane. Alors, à partir de là, il y a eu des mesures sans précédent qui ont été prises. Donc, vous voyez, je vous ai mis ici quelques dates. Donc, on peut dire que ça commence avant les attentats de 2015, bien sûr, avec le rapport Debré, qui va nous amener à enseigner le fait religieux dans les établissements scolaires. Je passe vite sur les autres que vous connaissez tous. Il y a des points forts, 2015, une nouvelle discipline qui a été mise en place par Payon, c'est l'éducation morale et civique. Il y a eu, bien évidemment, le Conseil des sages en 2018, la loi de séparatisme en 2021, et puis surtout, s'il y a des jeunes enseignants dans la salle qui sont en poste ou qui sont en formation, vous avez dû recevoir en 2024 le fameux vade-mecum de la laïcité, on pourra en parler, où je dirais simplement que c'est un vade-mecum qui s'inscrit contre le principe qu'a décrit Jacques Marsh, le principe de laïcité, qui n'est absolument pas un principe qui interdit, mais c'est un principe de liberté. Donc voilà ce que l'on peut dire. On pourrait dire donc, en résumé de cette situation, dans un pays qui est de plus en plus sécularisé, comme la France, c'est le cas, le religieux se retrouve donc au cœur du débat, ce qui est quand même paradoxal. Il est focalisé, ce débat, sur l'islam et occulte par conséquent d'autres enjeux beaucoup plus importants. Jacques Marsh a fait une allusion, comme ceux de l'école privée sous contrat, on y reviendra. Alors du côté de l'école, donc les difficultés à faire réussir les élèves
C'est surtout ce point fort qu'on a retenu, qu'on a en tout cas mis en évidence dans notre recherche. C'est la difficulté qu'ont les enseignants devant l'échec scolaire. C'est plus important, je vais vous donner des chiffres tout à l'heure, bien plus important que la question de la religion dans les établissements scolaires, même si les médias nous amènent à penser le contraire. Alors, quel est l'objectif donc de cette enquête? C'est donc de s'inscrire autrement dans les affirmations médiatiques et politiques selon lesquelles l'école serait menacée par des conflits opposant la laïcité à l'expression religieuse des élèves, en particulier musulmans ou de leurs familles, qui rendraient l'enseignement impossible. Alors donc on va voir ce qu'il en est. Pourquoi avons-nous choisi le second degré seulement et pas l'enseignement primaire? Bon, d'une part parce qu'on ne peut pas tout faire, et d'autre part parce que l'enseignement secondaire a été pointé comme le lieu où il y avait plus de difficultés avec ces questions liées à la religion et à la laïcité. Donc, le corpus que nous avons exploité est très large, puisqu'on était une vingtaine d'enquêteurs. On a enquêté dans 20 établissements scolaires en France et dans 11 académies. Je vous passe, on est allé aussi à l'étranger pour des comparaisons, mais je n'irai pas dans ce sens-là ce soir parce que ça aurait été trop long. 66 établissements publics, 36 collèges, 30 lycées d'enseignement général et professionnel et 35 établissements privés sous contrat. Alors, on a obtenu 2725 situations. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, ça tient au modèle sociologique que nous avons utilisé. En tout cas, retenez l'idée, c'est qu'on a un grand nombre de situations qui se rapportent à la question de la religion, à la question de la laïcité, etc. Et j'attire franchement votre attention et je vous demande de retenir ces chiffres. Parmi toutes ces situations qui ont été décrites par les enseignants que nous avons interrogés, nous avons interrogé des enseignants de diverses disciplines, d'autres professionnels de l'établissement, des CPE, des assistants d'éducation, des documentalistes, bref, on a essayé d'avoir un panorama assez large. Eh bien, retenez que ces questions liées au racisme, à la laïcité et aux religions n'occupent que 35% des épreuves qui nous ont été racontées. Donc déjà là, on a un chiffre on pourra en discuter si vous voulez tout à l'heure, on a un chiffre qui nous met très loin de ce qu'on entend dire dans les médias. Alors, je vous passe plusieurs académies, on va pas aller dans le détail de la méthodologie. La question qu'on peut se poser maintenant, après ce petit tour d'horizon, c'est de savoir comment les questions liées aux religions, à la laïcité, sont-elles déclarées comme des épreuves pour les professionnels de l'école qui empêcheraient le travail des enseignants. Alors, qui est-ce qui en décide finalement de ça? Qui va en décider? Donc, c'est ce qu'on a appelé le processus de publicisation, et on va essayer de voir comment ce processus se met en place et se développe. Donc, c'est un processus de construction d'un problème en problème public, traité par la politique et qui a besoin, bien entendu, d'un relais. Le relais, ce sont les médias, et les grands médias, bien sûr. Alors, je vais vous exposer maintenant deux cas que j'ai pris dans cet ouvrage et qui montrent comment ça se passe, le processus de publicisation. Alors, je vais vous parler de deux établissements, que je vous le mets là à l'écran, situés au centre-ville d'une banlieue aisée. Donc justement, je choisis, parmi tous les exemples qui sont proposés dans cet ouvrage, je choisis de vous donner des établissements où normalement il se passe peu de choses liées aux questions de la religion, de la laïcité et du racisme. On a une population, comme vous le voyez là, un peu aisée, on a des filières élitistes, toutes les sections que vous connaissez qui font le tri, et on a des familles, et c'est surtout ça qui est important à retenir,
particulièrement impliqués dans l'établissement, ce qui n'est pas le cas des établissements de d'autres milieux. Donc ces parents d'élèves, ce sont des parents plutôt de classe moyenne, voire supérieure. Ce sont des parents qui ont des diplômes qui sont équivalents, voire supérieurs à ceux des enseignants. Et même pas la peine que je vous dise, dont les revenus sont nettement supérieurs, bien sûr. Ils ont des ambitions fortes pour leurs enfants et ils connaissent très bien le fonctionnement du système scolaire. Alors voici un premier cas. Ça se passe donc dans un des établissements que nous avons enquêté. Et ça se passe en 2012, c'est-à-dire un peu avant qu'on commence notre enquête. Ce sont les attentats terroristes à Toulouse et à Montauban en 2012 qui ont fait 7 victimes, dont 3 enfants juifs. Vous devez vous souvenir de ça. Lors de la minute de silence qui avait été demandée par le ministère à tous les établissements scolaires, il y a une enseignante de français qui dit à ses élèves, parce que finalement c'est pas si facile, quand vous avez votre classe et qu'il s'est passé un événement aussi dramatique que ça, on vous demande de faire une minute de silence dans votre classe. Mais on ne vous demande pas comment vous allez faire avec tous les élèves que vous avez en face de vous. Donc les enseignants sont censés avoir la science infuse par rapport à ça, ils ont des solutions, ils trouvent toutes les solutions. Alors voici la solution qu'a trouvée une enseignante. Cette enseignante a dit à ses élèves, commençant la minute de silence, qu'il fallait avoir une pensée pour les victimes, très bien, mais qu'il fallait aussi avoir une pensée pour Mohamed Merah. Donc, dans cette classe, il y a effectivement des enfants qui sont juifs. Les enfants se sont plaints à leurs parents et les parents ont crié à l'antisémitisme. La situation a été publicisée très rapidement par les parents d'élèves et notamment par les parents d'élèves du CRIF. Je pense que vous connaissez le CRIF, qui est une association juive très influente. Et si vous voulez, cette association et les parents d'élèves, mécontents, ils ont saisi le rectorat, contacté les médias nationaux, locaux. Ça a été quelque chose de pas possible. Le ministère est descendu dans l'établissement et les collègues de cette enseignante ont dit oui, mais elle n'a pas fait ça par volonté de provocation, elle a fait ça parce qu'elle est chrétienne et par charité, elle a de la foi chrétienne. Toujours est-il que cette enseignante a été blâmée, déplacée et elle a fini par démissionner. Voilà pour le premier cas. Le deuxième cas, c'est... alors celui-là, il ne veut pas s'inscrire sur mon écran. Excusez-moi, j'ai dû passer d'un ordinateur à l'autre et il y a quelques petits problèmes. C'est une situation de radicalisation. Ça se passe toujours dans un établissement très aisé. Ça se passe en 2016, donc après les attentats. Il y a un élève qui a été un élève d'une classe de seconde qui a été arrêté brutalement chez lui au petit matin, au petit matin ou dans la journée, je ne sais plus, parce qu'on l'accusait de verser vers la radicalisation. Cet élève est un bon élève de seconde, sa prof de français l'a attesté, et il a, pour une des fêtes musulmanes, il s'était rasé le crâne. Alors ne me demandez pas des détails, je n'en ai pas là-dessus. Toujours est-il qu'il a été arrêté, et dans la classe de l'enseignante en français, le lendemain, il fallait faire face à la situation. Alors, donc, comment a-t-elle fait face à la situation? Eh bien, parce que cet élève, qui s'appelle Aziz, a été immédiatement incarcéré, et il a été incarcéré pendant 4 mois. Donc, l'enseignante de français qui soutenait cet élève a contacté un groupe de théâtre qu'elle connaissait, avec lequel elle travaillait, et elle a fait travailler ses élèves sur cette question-là,
en particulier avec un animateur qui a travaillé en prison auprès de jeunes radicalisés. Donc, si vous voulez, cette situation, ce jeu de théâtre a permis, dans la classe, parce que je redis ce que j'ai dit au début, il faut pouvoir faire face à la situation quand vous rentrez dans votre classe et qu'il y a eu un tel événement, hein, un camarade de la classe est en prison. Hein, bon. Donc, cette démarche a eu pour conséquence de refroidir la situation, de calmer les émotions des élèves de sa classe. Le but de l'équipe éducative de la classe a été d'essayer de maintenir dans l'établissement la situation. Mais ça a été très difficile, hein, il y a eu un coup d'éclat qui a été assez dramatique. Donc une difficulté de maintenir. Donc cette enseignante, quand Aziz est sorti de prison, il était en seconde, il est resté 4 mois en prison, je crois qu'elle lui a envoyé du travail, et quand il est sorti, elle l'a repris dans sa classe. Ça a été, une levée de bouclier des parents d'élèves qui ont crié, bien sûr, aux djihadistes, ça va contaminer nos enfants, etc. Bref, en tout cas, elle a eu la géniale idée de continuer son travail en théâtre, d'inclure Aziz dans des rôles, de montrer aux élèves de la classe que Aziz était aussi un garçon comme les autres, hein. Et elle a montré à ses collègues, à l'ensemble de l'établissement, que, si vous voulez, elle a requalifié la situation. Aziz était qualifié de djihadiste, en tout cas dangereux, et elle a requalifié la situation en disant c'est un élève qui a été influencé, c'est un excellent élève de ma classe, il a été influencé, c'est un élève fragile psychologiquement. Autrement dit, si vous voulez, son discours, son acte militant a fait que Aziz est passé aux yeux de sa classe, des parents d'élèves de la classe, puisque ça s'était très bien passé pendant le moment du théâtre, de djihadiste à, si vous voulez, élève provocateur. En gros, si vous voulez, c'est cette situation. Donc, on pourrait dire qu'en résumé, nous venons d'observer donc la manière dont les situations liées à la laïcité dans un établissement public d'enseignement échappent aux professionnels, hein, de l'éducation, aux enseignants. La publicité faite notamment par les parents d'élèves, plutôt familiers de l'école, en fait un événement médiatique et politique. Selon les enquêtés, ces situations qui restent rares, j'insiste, ces situations qui restent rares, mais qui échappent au traitement interne, contribuent à alimenter l'idée que l'expression des religions dans le cadre scolaire empêcherait de travailler les enseignants. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire que les enseignants ne sont pas à l'épreuve et qu'ils ne sont pas... J'ai moi-même participé aux enquêtes. J'ai eu plusieurs récits d'enseignants sur ces questions-là. Oui, les choses se passent dans les établissements scolaires, mais ne font pas que se passer. Donc, on va voir maintenant, si mon ordinateur veut bien marcher, alors vous voyez, c'est le résultat du passé d'une situation à l'autre. On va voir maintenant la réalité du travail enseignant, comment ça se passe dans un établissement scolaire quand ces questions se posent. Et là, je vais vous donner des exemples dans un contexte défavorisé, dans des contextes défavorisés, où on dit tout le temps que c'est là qu'il y a le plus de problèmes. Donc, on va regarder là, dans ces collèges, je vais vous présenter 2 collèges qui sont situés l'un dans l'académie de Lyon et le prochain dans l'académie d'Aix-Marseille, dans les quartiers nord. Les enseignants qui ont enseigné dans ces 2 établissements présentent le public comme particulièrement, j'allais dire, prêtes à revendiquer leur religion. Alors c'est le collège Bergson, hein, situé dans une banlieue ouvrière de Lyon,
Et c'est aussi le collège Malraux, qui est situé dans l'académie d'Aix-Marseille, où le public est similaire dans ces deux établissements, vous voyez, avec quand même des difficultés. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces deux établissements quand il y a des problèmes qui sont liés justement à ces questions? Plusieurs stratégies sont mises en place par les enseignants, et c'est intéressant à regarder. Il y a déjà une stratégie qu'on a nommée une stratégie de contournement. Donc, indifférence aux manifestations ostensibles. Voilà ce que dit cet enseignant, ou je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, de SVT, Science et Vie de la Terre. Hein, des hommes qui ne veulent pas serrer la main aux femmes, bon ben on ne leur serre pas la main, c'est tout. Le surveillant qui ne voulait pas qu'on lui fasse la bise, on ne lui fait pas la bise, on peut contourner. Voilà le point de vue de cette première enseignante. C'est un point de vue. Des stratégies d'anticipation. Donc, dans ces deux collèges, les manuels de SVT restent dans l'établissement. Les élèves n'emmènent pas leur manuel de SVT chez eux, afin d'éviter les malentendus, les disputes, etc., qui surviennent sur des prétendues débauches sexuelles de l'école publique française. Hein, bon, donc voilà. Et enfin, des stratégies de délibération qui sont installées. Donc là, c'est une famille turque, c'est un prof d'éducation, enfin, ouais, j'ai du mal à... C'est un prof d'éducation physique, là, du collège Bergson. Hein, donc c'est une famille turque qui ne veut pas que sa fille aille à la piscine, très classique. Hein. Et donc l'enseignante lui explique que dans les vestiaires, il y a des vestiaires hommes, des vestiaires femmes, et finalement, il finit, grâce à cet espace de discussion, il finit par convaincre le parent. Donc on peut dire que dans des cadres similaires, hein, ici des collèges, des établissements publics situés en zone défavorisée, comme on dit, hein, dans une grande métropole, ont des stratégies qui peuvent être très différentes. Hein, bon. Par exemple, au collège Bergson, c'est un établissement où il y a un turnover très important. Impossible de sceller une équipe, impossible de faire corps, impossible de montrer aux élèves qu'il y a des enseignants qui sont solidaires les uns des autres. Donc, turnover très important. Et au collège Malraux, c'est tout l'inverse. Donc, vous voyez, on a des stratégies qui sont différentes. Que se passe-t-il dans un autre établissement qui est le lycée? J'ai personnellement enquêté dans ce lycée. C'est un lycée qui est situé dans le sud-est de la France, qui est situé dans une ville, il a été construit dans les années 80, il avait très mauvaise réputation, il s'est passé des choses dramatiques dans cet établissement. C'est un quartier qui est historiquement habité par des populations, comme on dit, issues de l'immigration, donc des milieux très populaires. Voyez ce qui est dans cet établissement. Hein, je ne reste pas longtemps sur ces chiffres. Alors, établissement qui avait très mauvaise réputation, à partir de 2010, un nouveau proviseur arrive et décide de, enfin en tout cas avec le rectorat bien sûr, de remonter la renommée d'établissement. On crée des filières d'excellence. Hein, ces filières d'excellence, ce sont... il n'y a pas de classe préparatoire, il y a des BTS, il y a des sections américaines, internationales, il y a des classes bilingues, il y a des sections d'art appliqué et en design technologique. Enfin bref, vous voyez, des sections qui font venir un autre public, qui mélangent les milieux sociaux et qui abaissent, j'allais dire, le taux de violence. Alors, comment sont traitées ces questions-là de laïcité dans ce lycée? Alors, quand la laïcité est interprétée par certains enseignants selon ce qu'on a appelé une logique libérale, je vais vous expliquer ce qu'on entend par là. Donc, on a là, c'est un enseignant qui est agrégé d'anglais et qui exprime
très franchement, bien évidemment, son appartenance à une communauté qui est la communauté des témoins de Jéhovah. Voici ce qu'il dit: moi je crois en Dieu, mais ici croire en Dieu, c'est être citoyen de seconde zone, c'est insupportable. Moi je soutiens les élèves qui l'affichent, ils sont dans leurs droits. Alors, ce qui permet de légitimer sa propre procédure de croyant, voilà, son attitude qu'il revendique au nom de la tolérance, qui le conduit à autoriser le port du voile quand il sort les élèves de l'établissement. C'est une pratique donc clandestine qui est alors justifiée en référence au droit commun de l'espace public et non à celui de l'espace individuel. Donc voilà un premier état. Il y en a d'autres états. La religion, elle peut être aussi une ressource pour amener les enseignants. Je ne sais pas si, à travers mon discours, vous allez saisir le fil directeur qui traverse ce livre et qui serait de vous dire que toutes les stratégies des enseignants qui sont mises en place ont pour vocation d'amener les élèves au savoir, aux apprentissages, à les réconcilier avec l'école en choisissant parfois des biais qui peuvent nous écorcher. Bon, donc, alors, là, c'est un prof d'éducation physique, effectivement. Je dois avouer que ça me facilite grandement les choses, le fait d'être moi-même de même origine qu'eux, et d'être dans la même pratique du jeune qu'eux. Ils ne peuvent pas et ne doivent pas s'abriter derrière leur pratique religieuse pour ne pas faire leur travail, puisque dans ce cas, leur jeune ne serait pas compté comme valide. Donc, ce professeur, comme la première enseignante que je vous ai présentée, qui avait une pensée pour Mohamed Merah, c'est des professeurs qui, dans cette situation, transgressent effectivement leur obligation de neutralité, en prenant appui sur une identité, que ce soit catholique précédemment ou musulmane ici, pour convaincre les élèves, les motiver et les amener à travailler. Donc là aussi, il requalifie la situation en disant que c'est surtout des provocations adolescentes pour lui. Et vous verrez que très nombreux sont les enseignants qui ils connaissent bien leurs élèves, et ils requalifient en disant, c'est des adolescents qui font de la provocation. Donc vous voyez là, quand je l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait une logique libérale, on a travaillé entre une logique civique qui va dire, il y a une loi de 2004, vous n'avez pas le droit de ci, de là, de signes ostentatoires, très bien, mais parfois cette logique civique, auquel les enseignants ont recours la plupart du temps, elle est associée, hybridée, dirons-nous, avec une logique plus libérale, c'est-à-dire une logique qui prend en compte, j'allais dire, la liberté des individus. En tout cas, l'objectif, c'est de ne pas brusquer les élèves. L'objectif, c'est le fait de ne pas les amener à quitter les établissements, à être déscolarisés. C'est ça surtout l'objectif. Donc, il y a d'autres manières de faire aussi, là, et ce sera la dernière, c'est quand la logique civique, en tout cas, c'est le fait d'être pour l'intérêt général, pour la loi de 2004, enfin de faire respecter l'intérêt général, elle peut être aussi associée à ce qu'on a appelé une logique communautarienne. C'est aussi hybridé là. Les communautarienne, ça veut dire prendre en compte les traditions. Alors, on a parfois des élèves dans cet établissement qui vont venir en cours en portant le djellab. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va appliquer la loi à l'entrée d'établissement. Ça, c'est une chose qui est évidente. Il y a quand même, nous dit ce CPE qu'on a interrogé, il y a quand même des personnes, pour expliquer pourquoi il y a une hybridation, je ne sais pas si c'est très français, si on peut hybrider des logiques civiques et communautariennes,
il nous explique qu'il y a quand même des personnes pour qui la religion fait partie de leur mode de vie. Voilà ce que reconnaissent certains enseignants. On respecte ce que dit la loi. Hein, il est à l'entrée de l'établissement. Nous, on l'a fait respecter. Là, franchement, moi, je suis plus inquiet par le fait que certains élèves sont mal orientés, soit absentéistes, mais alors le phénomène religieux est tout à fait secondaire. Hein, donc vous voyez, plusieurs manières de réagir à ces arrangements. Alors, je vais passer aussi sur cette question-là qui est le refus d'ôter donc ce djihad. Donc, il y a un accord tacite dans cet établissement. Il peut être critiquable, mais il peut être compréhensible. L'accord tacite, c'est que les élèves arrivent dans des tenues qui nous laissent imaginer qu'ils sont, en tout cas qu'ils ont une volonté de prosélytisme. Grande tenue, grande robe noire, qu'on peut associer à un djihad, peut-être. L'établissement fait respecter la loi de 2004. Tu n'as pas le droit de rentrer dans cette tenue dans l'établissement. Mais un accord tacite a été convenu dans l'équipe d'enseignants. Cet accord tacite, c'est tu mets un gilet par-dessus ton djellab, pas de capuche sur la tête, pas de voile, pas de bandeau. Tu mets un gilet, tu fermes le gilet, parce que les tenues amples sont interdites dans l'établissement. Il y a donc cet accord tacite. Vous voyez la manière d'hybrider les choses. Alors, de ce fait, voici ce que nous dit cette PLP, ces professeurs de lycée professionnel. Ce sont des enseignants qui sont bivalents, et là, c'est un enseignant qui enseigne les lettres et l'histoire. Il y a celles qui ont les djellabs et qui refusent de les enlever, quoi qu'il arrive. Cet enseignant dit, soit ça flique à l'entrée, elles ne rentrent pas, mais si elles arrivent jusqu'à la porte de la classe, je laisse rentrer et je fais cours. Toutes ces gamines-là, la plupart, elles ont de grosses difficultés. Ce n'est pas du haut de gamme scolaire qui nous vient ici. Depuis les attentats, elles sont montrées du doigt. On ne va pas encore mettre de l'huile sur le feu. Voilà ce que peut nous dire cette enseignante. Hein. Donc, si vous voulez, il y a à la fois une loi de 2004 qui peut être appliquée de manière plus ou moins hétérogène. Voilà. Après, on peut dire aussi qu'il y a d'autres manières de faire, parce que ces élèves-là, c'est un lycée polyvalent, il y a donc beaucoup de sections professionnelles, et ces élèves vont en stage. Donc, voici ce que dit, alors là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la suite, mais je vais vous la donner, puisque je ne comprends pas ce qui s'est passé. Donc c'est une gamine qui est en stage, hein, donc, qui a le droit de porter son voile en stage. Bon, elle n'a pas le droit dans l'établissement. Voilà ce que dit cet enseignant. Après, elle a bien fait son boulot, elle a un bon rapport, le but n'est pas de l'enquiquiner, elle ne fait de mal à personne. En stage, elle n'a pas posé de problème, parce qu'elle est féminine, disons, elle se maquille, met du rouge à lèvres. Voilà ce que dit cet enseignant. Donc là, on peut dire que la règle de l'entreprise l'emporte sur la règle scolaire. Cet élève offre donc des gages de sérieux. Cet enseignant qui est PLP d'histoire aussi, de lettres histoire. Elle offre des gages de sérieux et même des gages de modernité. Hein, donc c'est pas quelque chose de rétrograde. Selon les enseignants qui leur semblent suffire à effacer en quelque sorte le port des signes ostensibles. En revanche, le port du voile, toujours dans cet établissement, hein, j'ajoute un petit aparté, a fait l'objet d'une plainte, pas forcément pour cet élève, mais pour une autre. A fait la plainte parce que l'élève était voilé dans un magasin de vêtements. Donc, dans cet établissement où on est particulièrement sensible, ou en tout cas où
on porte un peu en avant la radicalisation. L'élève a été signalé comme tentative de radicalisation et a été renvoyé. Bon, un autre, toujours dans cet établissement, un autre cas de suspicion de radicalisation, nous en avons dénombré 8 dans cet établissement. Et c'est dans cet établissement où il y a eu le plus grand nombre de signalements pour radicalisation, 2 filles et 4 garçons, de toutes les enquêtes que nous avons faites. Il faut se dire que ce n'est pas un établissement particulièrement, j'allais dire, autoritaire, hein, pas du tout. Ce qu'il faut dire, c'est que dans cet établissement, il y a une influence de quartier qui influence la manière d'interpréter les choses par les enseignants. Alors, voilà ce que dit la documentaliste. Vous verrez qu'il y a des manières de penser tout à fait différentes. On avait une élève qui a été signalée parce qu'elle lisait le Coran dans les couloirs. Il faut être vigilant avec tout type de comportement qui peut sembler d'une certaine façon inapproprié au lieu et au moment. Moi, je fais ce qu'il y a à faire. Je fais remonter les comportements suspects. Voilà un point de vue. En voici un autre. On a une élève qui va probablement faire l'objet d'un signalement parce que d'autres élèves l'ont vu lire le Coran pendant les heures de cours. Auparavant, ces djellabs étaient plutôt bordeaux, bleu marine, et maintenant, ils sont systématiquement noirs. Et quand elle est à l'extérieur, elle est apparemment entièrement noire de la tête aux pieds, nous dit ce prof de... bon. Donc, ces enquêtés se conforment à l'injonction de l'établissement, hein, particulièrement sensible à la signalisation, dirons-nous. Hein. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ici, la couleur du vêtement devient une preuve. Hein. Il retient aussi la fréquentation supposée d'un lieu dont on n'a pas vraiment la preuve. Hein. En tout cas, voilà. Donc, et lorsque la situation est dramatique comme ça, il y a toujours la même attitude, hein, une requalification du problème qui a toujours pour vocation d'apaiser. Alors, je ne sais pas où on en est du temps, mais je vais rapidement avancer. La question du racisme maintenant. Alors, la question du racisme, j'ai choisi de vous la présenter. Alors, j'ai pas du tout fait du jaune là, c'était pas ma volonté, mais c'est le passage du Word à cet ordinateur qui a brouillé les cartes. Bon. Donc, si vous voulez, je vais vous présenter 2 territoires ruraux où on pense que dans ces territoires ruraux, il se passe moins de choses. Hein. C'est calme, les enfants sont gentils, les profs n'ont pas tellement de problèmes, on sait pas, ça se passe plutôt bien. Donc, j'ai choisi 2 territoires. Le premier dans l'Isère et le deuxième en Loire-Atlantique et en Vendée. Donc, je vous présente déjà ce qui se passe dans l'Isère. Vous voyez le département d'Isère avec, si je vais avoir la flèche, mais c'est pas sûr, si là voilà, Grenoble qui est ici. Et les circonscriptions du Nord Isère, c'est ici, hein. Donc vous voyez la 6e, la 8e et la 10e, qui ont voté Front National très majoritairement, comme vous pouvez le voir ici. Alors, dans ce collège du Nord-Isère, qu'on a appelé Renoir, hein, tous les noms sont changés bien sûr par discrétion. Donc c'est dans une petite commune, hein, enfin petite, moyenne quand même, il y a 4000 habitants dans cette commune, et bien entendu le Rassemblement national est très fort.
Et les enseignants considèrent qu'après les attentats de 2015, il y a eu une plus grande visibilité des réactions hostiles à l'islam et aux étrangers en général. Alors voici ce que dit cette enseignante, hein, les élèves musulmans. J'ai jamais eu de problème. C'est plus les cibles. Des problèmes, dès qu'il y a un problème, c'est eux les responsables, nous dit ce prof d'histoire-géographie. Nous dit celui-là encore, PLC, tu fais ton cours sur l'immigration en 4e. Ah, c'est obligatoire au programme du 4e. Il y a des élèves qui disent, pourquoi on les accueille ceux-là? Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Ce qui serait intéressant, et je ne l'ai pas fait, ça aurait été de comparer le taux d'enfants de l'immigration qui ne seraient pas de nationalité française aux autres dans cet établissement. Mais bon. Et enfin, un troisième point de vue, avec mes élèves de 4e, j'avais posé la question au tableau, faut-il accueillir les migrants? Et très vite, cette question s'est transformée. Il faut mettre les Arabes dehors. Donc, pour les enseignants, ces propos racistes seraient dus à la faible mixité ethnique, sociale, au faible capital culturel des parents, des élèves. Hein, et je fais une parenthèse, c'est d'autant plus important de les garder dans nos établissements scolaires et de ne pas faire en sorte qu'ils décrochent. Et bien sûr, il faut trouver tous les moyens pour les laisser dans nos cours, bien sûr. Alors, certains enseignants se disent totalement démunis devant cette situation. Tu dis quelque chose, mais tu sais très bien que le soir, ils vont entendre autre chose. Tu sais bien que ta parole ne vaut pas grand-chose par rapport à celle des parents, qui passent leur temps à démonter les enseignants. Pour moi, c'est le principal problème de notre métier aujourd'hui, nous dit cette prof d'histoire-géographie. Donc, la méfiance des parents et des professeurs, les uns vis-à-vis des autres, débouche sur une critique réciproque. Du côté de certaines familles, la distance culturelle s'exprime par une forme d'anti-intellectualisme. Ce que dit l'enseignant et ce que dit la science, c'est faux. Hein? Nous, on sait. Anti-intellectualisme, qui conduit les élèves à relativiser, bien entendu, le discours des enseignants. En retour, les professeurs qualifient la culture des parents de culture PMU. Hein? Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire culture PMU. Donc, les enseignants nous disent tenir le cadre, faire respecter la logique civique, refuser de laisser passer les propos allant à l'encontre des valeurs citoyennes. En raison de la faible mixité ethnique, les incidents liés au racisme restent néanmoins plutôt peu fréquents, hein, pour ne pas dire autre chose. Passons maintenant à une autre région. Voyons ce qui se passe. Alors, donc, vous voyez ici, là, j'ai ma flèche, elle est ici. Nantes, excusez-moi s'il y a des géographes dans la classe. J'ai pas réussi. Pardon. S'il y a des géographes, Nantes doit être à peu près par là. Hein. Donc on a les territoires ici, vous voyez les couleurs qui s'affichent en fonction des couleurs politiques. Et là, vous avez à côté, alors là, oui, c'est une désorganisation, je suis désolée. Hein. C'est la Vendée où la couleur, la coalition de gauche ne figure même pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder, effectivement, c'est toujours des collèges qui sont en difficulté. Hein. Le collège Leclerc, hein, tous les noms sont transformés, je le redis encore. Hein, dans ce collège Leclerc, les enseignants nous disent que, bon, il y a du racisme. Mais regardez comment cette enseignante d'histoire-géographie s'exprime. À Londres, l'an dernier, on a bien senti que certains avaient peur d'y aller dans ces familles-là. L'aspect des personnes qui allaient les accueillir leur faisait peur.
je pense que c'est du racisme. Ce n'est pas conscient. Voilà ce que dit cet enseignant. C'est donc là, on dirait, une stratégie de dilution du racisme. Hein. Ça leur fait peur, c'est pas conscient. Hein, c'est fréquent dans le discours des interviewés qu'on a rencontrés. Après, dans ce lycée Monet, qui est lui en Vendée, hein, vous voyez les scores, les derniers scores, hein, il y a un prof de lettres. Nous sommes... Alors, oh là là. Alors attendez, je vais essayer de... Donc ce lycée se situe dans une petite ville où il y a 20 000 habitants, il y a 53% des enfants d'ouvriers et d'inactifs, 11% de cadres. Voilà, donc certaines formes de racisme sont exprimées. Alors, ça se passe à propos de photos que une des enseignantes aurait montrées du départ des Pieds Noirs de l'Algérie, hein, dans une classe de seconde, je crois. Hein. Non, oui, peut-être. Alors, là, l'enseignante nous explique qu'en montrant ces photos, elle a eu comme... J'ai expliqué des situations... Elle dit, excusez-moi, nous sommes envahis par les migrants. J'ai expliqué des situations que je connaissais des élèves qui avaient leur âge, dont les situations quand même étaient donc assez atroces. Donc cette enseignante utilise comme ressource son propre parcours, hein, qui consiste à développer chez ses élèves de l'empathie. Mais elle ne réussit pas tellement. Après, ce proviseur, il emmène ses élèves à Nantes, et vous voyez ce qui est dit, hein, le seul fait de les promener dans Nantes, ils disent on n'est pas en France ici. Hein. Bon, vous voyez comment les proviseurs les ramènent à l'ouverture d'esprit, à à l'art, à la création, à l'altérité, on pourrait dire. Hein. Le plus important pour lui, c'est ça. Je crois que je vais passer, je ne sais pas si j'ai encore du temps, mais il est tard, je vais passer sur les questions vives. Si vous avez des questions, j'en parlerai, mais peut-être que je vais passer sur ces questions parce que ça va être long. J'avais des questions vives en histoire et en sciences et vie de la Terre. Voilà, je vais peut-être passer là-dessus parce que ça va faire long. Et je vais aller immédiatement à mes... Voilà, alors j'y suis. Nous avons donc aussi enquêté dans les établissements privés sous contrat pour voir si les questions liées à la religion posaient des problèmes. Hein. Donc, si vous voulez... Depuis la loi Debré de 59, on compte... bon, alors je n'ai pas ma première diapositive, non. Bon, bah écoutez, ça y est. On compte 8000 établissements de niveau primaire et secondaire qui scolarisent 2,15 millions élèves, soit 17,6% des élèves scolarisés. Les établissements sont en majorité catholiques, hein, je ne parle que de sous-contrat, et représentant 96%. On a enquêté aussi auprès d'établissements juifs et musulmans, mais ça représente une minorité, surtout pour ceux qui sont sous contrat. Alors, donc, établissements majoritairement confessionnels, catholiques, 46% en 2005, 46% des familles choisissaient l'enseignement catholique par conviction. Il en reste donc 64% qui choisissent l'enseignement catholique par stratégie, pour que leurs élèves ne soient pas mélangés avec d'autres, parce qu'ils pensent que dans les établissements catholiques, il y a un meilleur enseignement, un meilleur encadrement, que les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes, que sais-je. En tout cas, il n'y a que 46% des familles qui choisissent l'enseignement catholique sous contrat par conviction religieuse. Alors, quelle est donc
la spécificité du privé catholique pour qu'il y ait très peu de problèmes liés à la religion, alors qu'il y a des enfants, des élèves, parce qu'il n'y a pas que des enfants, il y a aussi des adolescents, hein. Il y a des élèves musulmans, il y a des élèves juifs, il y a des élèves orthodoxes, alors je ne dis pas en majorité, mais il y en a. Et comment se fait-il qu'il y ait si peu, hein, vraiment très peu d'événements, de situations liées à ces questions? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes rentrés très difficilement dans les établissements catholiques, très difficilement, que nous avons été accueillis par les chefs d'établissement. J'ai moi-même enquêté dans 2 établissements. Nous avons été accueillis par les chefs d'établissement. Ce ne sont qu'eux qui ont répondu, qui ont bien voulu participer à l'entretien. Quand on leur a demandé de pouvoir s'entretenir avec d'autres personnes, ils nous ont désigné des enseignants. Hein, alors que nous, dans le public, nous avons pris contact avec le chef d'établissement qui nous a permis d'aller en salle des profs, de proposer un entretien, et ça a été sur la base du volontariat. Certains profs ont refusé, on a respecté, mais là, dans l'enseignement catholique, ça a été très compliqué. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a si peu de problèmes liés aux questions que je vous expose là? Alors, bien entendu, le caractère propre de l'établissement. Hein. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le caractère propre, mais je vais tout de même dire que depuis la loi Debré, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais quand même dire que depuis la loi Debré de 59, on a fait une entorse à la laïcité sans précédent. Hein. C'est-à-dire qu'on a le ministère, l'État a subventionné, alors quand je dis subventionné, c'est pas exactement le mot, l'État a pris en charge les salaires des enseignants contre les programmes de l'éducation nationale, mais a donné la liberté de l'enseignement religieux, de la pratique religieuse à l'intérieur de l'établissement. C'est le caractère propre. Et le caractère propre, c'est on a enquêté aussi auprès de gens qui enseignaient c'est pas des enseignants, hein, quoi qu'il y a des enseignants qui enseignent, j'allais dire, dans cette discipline, puisque c'est une discipline. Hein, alors, voilà ce que nous dit une adjointe à la pastorale de ce collège. On a un temps où on va à l'église qu'on appelle un rassemblement. Ce n'est pas une célébration religieuse. Quelques parents ne sont pas d'accord, mais on explique que c'est un temps de rassemblement, un moment de Noël, au moment de Noël et de Pâques. Si vous mettez votre enfant dans une école catholique, il faut aussi savoir qu'on est porteur de sens et d'un regard sur la vie. Donc on pourrait faire tout un débat philosophique autour de cette idée. Je peux vous dire que moi je suis allée dans un établissement catholique, un lycée, pas seulement un lycée, mais qui va de la maternelle jusqu'au BTS. J'ai eu un entretien avec le chef d'établissement qui m'a expliqué qu'il avait dans son établissement plusieurs confessions, pas en nombre, hein, mais plusieurs confessions, et qu'à Noël, tout l'établissement, de la maternelle jusqu'au BTS, se retrouvait dans l'église de la ville, quelle que soit la religion. On peut se poser des questions. Bon. Alors, voilà ce caractère propre, hein, ce qui manque. Alors, ce caractère propre aussi, hein, il a une volonté, puisqu'on nous dit on accueille tout le monde dans notre établissement scolaire, quelles que soient les confessions, les gens qui sont athées, bref. Hein, le caractère prof a une volonté d'ouverture, mais surtout une volonté de clientélisme. Hein. La sélection à l'entrée, elle est très forte, quel que soit l'établissement scolaire. Alors, dans les grandes villes, je ne pourrais pas vous dire, dans le Puy-de-Dôme ou dans la Haute-Loire, où j'ai souvent visité les stagiaires quand j'étais justement prof ici à Clermont-Ferrand,
eh bien, je ne sais pas si ça se passe dans les plus petits établissements. Mais en tout cas, dans les grands établissements des villes, il y a une sélection très forte. Hein. Donc parfois vous attendez un an pour rentrer dans l'établissement. Hein. Voilà ce que dit cet enseignant. La culture chrétienne, oui, je l'enseigne très très spontanément. Parce qu'il y a des thèmes, plusieurs thèmes, que je retrouve dans ma religion, l'islam. L'épreuve de sciences physiques de sciences physiques et de chimie au collège. Donc, très peu de situations. Hein. On peut dire qu'il y a donc d'une part une homogénéité sociale et culturelle qui empêche le caractère propre, qui empêche les problèmes, le caractère propre qui tient le cadre, et enfin une troisième dimension qui est le clientélisme et qui fait que en tout cas, on fait très attention à ne pas répandre à l'extérieur des bruits qui pourraient se passer dans l'établissement. Donc c'est la raison pour laquelle on ne nous a pas laissé contacter l'ensemble des profs. En conclusion, je dirais, cette situation liée à la laïcité et aux religions dans les établissements scolaires, elle est longtemps restée silencieuse. Hein, c'est à partir de, dirons-nous, 1989 et l'affaire du voile, comme on dit, hein, que les choses ont commencé à bouger. Donc, ça fait un certain nombre d'années. Elle s'érige en problème, cette question-là, depuis 30 ans, et fait débat dans le monde politique, social, scolaire. Hein, et c'est la question, elle est devenue tout d'un coup la question de l'islam, qui est source aujourd'hui d'inquiétude, entretenue, voire suscitée, surtout dans le débat public par les médias. Les quartiers populaires et périurbains, hein, peuplés la plupart du temps par des populations issues d'immigration, sont dans le collimateur des politiques qui les accusent d'accuser une pression politico-religieuse musulmane, hein, pas n'importe laquelle. Donc l'objet de cette recherche était surtout faite plutôt pour rendre visible la capacité de jugement des enseignants, leur permettant de savoir dans quelle mesure ces pressions ont l'importance qu'on leur prête dans le débat public et se relèveraient nuisibles au travail éducatif. Donc les résultats montrent que les questions liées à la religion, à la laïcité, au racisme dans les établissements scolaires n'ont pas l'importance que le débat public leur donne. Donc, cette enquête montre aussi que les ressources que les enseignants mobilisent, quand surgissent des problèmes liés à ces questions, les ressources relèvent d'abord d'une logique civique. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, l'intérêt général, le sens, de la citoyenneté, qui prime, qui s'exprime par un rappel à la loi, tout temps, la règle commune, et peut être assortie de certaines précautions. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une manière d'hybrider la manière de faire. Notons que les ressources que mobilisent les enseignants ne relèvent pas d'un quelconque soutien de l'institution. J'insiste vraiment là-dessus. Les enseignants sont laissés seuls à eux-mêmes parce qu'ils ont un fort sentiment d'isolement. Et si vous voulez avoir, des précisions sur une enquête très récente, je vous conseille de lire ce livre qui vient de sortir en 2024, qui a été écrit par deux de nos collègues, Ismaël Ferrat et Sébastien Ledoux, qui travaillent l'un à Nanterre, le premier et le second travaillent à Amiens, et qui font une enquête auprès des enseignants sur leurs sentiments après les attentats, et maintenant, que font-ils avec leurs élèves, hein. Donc, effectivement, de cette enquête ressort qu'il y a un fort sentiment chez les enseignants d'isolement, une colère et une espèce de découragement.
Je terminerai mon propos en évoquant, bien entendu, la question aujourd'hui qui est d'actualité. Nous sommes le 17 octobre 2024 et je ne peux pas conclure ce propos sans parler du 17 octobre 1961 où il y a eu le tel massacre des musulmans à Paris. Je vous conseille donc, si vous le souhaitez, de lire ce livre qui vient aussi, alors je vous donne, non, je n'ai pas les références, elles ne veulent pas s'afficher, bon ben voilà, attendez, je vais essayer, qu'est-ce que je dois faire, alors attendez, non, je ne vais pas y arriver, là, attendez, si, là voilà, je ne touche plus à rien. Donc si vous voulez avoir une hauteur de réflexion par rapport à toutes ces questions-là, il est intéressant de se pencher sur le courage qu'a eu ce chercheur d'écrire quelque chose sur le racisme d'État, où l'État ethnicisé ou racialisé, je ne sais pas comment il faut le dire. Bon, donc il nous explique que la laïcité, on le redit encore, est attachée à un principe de liberté et non pas à des interdits répétés. Elle permet la laïcité, conformément à la loi de 1905, toutes les convictions, à condition qu'elles ne s'expriment pas dans les espaces qui ne sont pas réservés à cet effet. Donc, cette journée du 17 octobre, c'est un crime d'État, nous dit Olivier Lecourt-Grandmaison. C'est un crime d'État. Pourtant, l'État se veut démocratique. L'hommage rendu au passé colonial de la France ces dernières années par certaines élites politiques, la montée de l'extrême droite, comme nous la vivons, comme nouvelle forme de colonialisme, ici, là, en France, la loi contre le séparatisme sont l'expression d'un État racialisé, comme l'écrit Lecourt-Grandmaison. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, des remarques à faire, si vous voulez intervenir, bien écoutez. Il y a le micro. Bonsoir et merci pour votre exposé. J'aimerais m'inscrire en faux, non pas par rapport à ce que vous dites, mais par rapport à l'impression. Est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? J'entends rien. On entend mal là. Ah, bah je vais essayer. Tu me traduirais? Non, mais j'entends. Est-ce que vous entendez? Oui, vous essayez. Ça va, bon. Donc je disais que j'aimerais m'inscrire en faux, non pas tant contre les propos que vous avez tenus sur l'Église catholique, mais sur l'impression qu'ils peuvent donner. Ça a été très court, mais vous avez donné l'impression que dans les écoles catholiques, tous les enfants doivent aller à la messe, participer peut-être à l'éducation religieuse. Or, je crois que ce n'est pas le cas. Je ne sais pas quelle école vous avez vue, peut-être des cas extrêmes, mais dans beaucoup d'écoles catholiques, je crois, l'enseignement religieux est tout à fait optionnel, la participation aux offices est tout à fait optionnelle, de même que la participation à la chorale. Donc vous avez donné là un exemple qui peut donner une mauvaise impression, je crois. Et la deuxième partie est une question qui peut-être ne relève pas tant que ça de votre expérience. Vous nous avez dit au début, ce qui est vrai, que les médias, ils sont pour beaucoup dans l'impression que l'on a, notre perception que l'on a des dangers dus à l'arrivée des immigrés. Est-ce que vous m'entendez encore? Je ne m'entends plus. Voilà. Donc ma question est, comment expliquer cette attitude des médias? Quel est leur intérêt et quelle est peut-être l'idéologie qui est derrière? Pourquoi les médias sont-ils si portés vers ces questions de laïcité? Pourquoi les présentent-ils de cette façon? Je
presque envie de vous répondre que vous trouvez la réponse dans le livre que je viens de vous donner là. Bon, il est vrai que les attentats de 2015 ont secoué les émotions. Hein. Je ne parle pas du massacre en lui-même, hein, sur lequel c'est inutile de revenir, mais sur les effets des attentats de 2015. Alors, d'une part, nous avons des médias qui, il faut bien le dire, se gargarisent d'événements, de l'événementiel. Hein, donc ça, c'est pas propre, si vous voulez, aux questions dont on traite aujourd'hui. Hein. On pourrait dire que, bon, voilà, si on regarde comment fonctionnent les grands médias aujourd'hui, la télévision qui nous abreuve de sensations, etc., ça développe les peurs chez les gens. Tous les soirs à la télé, chaque fois que les gens regardent la télé dans ce type d'événement, c'est toujours la même chose. Ça, c'est une première manière d'abreuver les gens sur les dangers que représentent les immigrés. Hein, ça, c'est un discours. Donc, c'est pas récent. Hein. Si on retourne dans l'histoire et qu'on regarde comment ça se passait, moi je viens de la région grenobloise. Dans la région grenobloise, à Grenoble même, il y a eu une immigration italienne très importante. On peut dire que la population grenobloise à 30% est issue de l'immigration italienne. Ça n'a pas empêché, en tout cas même encore maintenant, d'avoir des propos, j'allais dire, venimeux contre les Italiens. C'est encore le cas aujourd'hui. Donc voilà, dans l'histoire, on a toujours eu ce genre de choses-là. Donc les médias qui ont un rôle, disons, très important pour répandre la mauvaise nouvelle. Je dirais comme ça. Pas tous. Il y en a certains qui font des analyses et tant mieux. Après, on est gouverné par un monde politique qui a, je resterai sur une certaine réserve, hein, je ne suis pas venu ici pour donner des opinions, mais disons qu'il y a un certain nombre d'idées, de fonctionnement de la société, et qui alimentent très largement le débat politique et médiatique aussi là-dessus. Hein, on pourrait regarder tout ce qui est... Enfin, la loi de séparatisme, c'est quand même une sacrée loi, quoi. Hein, je veux dire, qui alimente les choses. C'est pas non plus un hasard si nous avons tous eu peur à un moment donné, quand nous avons dû voter récemment, où il fallait s'unir pour empêcher effectivement le pire. Bon, voilà, je dirais que si vous lisez ce livre, j'ai aucun intérêt, hein, je le dis tout de suite, aucun intérêt, sauf un intérêt intellectuel et d'alimenter le débat. Mais Olivier Lecourt-Grandmaison remonte loin dans l'histoire pour montrer à quel point, j'allais dire, le racisme a fonctionné. Je vous donne un exemple qu'il donne dans son livre. À l'issue du massacre, et même pendant la manifestation qui a eu lieu le 17 octobre 1961, Papon n'a pas été, comment dire, il était préfet, on pouvait avoir des ordres au-dessus pour empêcher effectivement un pareil massacre. Rien n'a été fait. Hein. C'est pas mieux du point de vue de certains partis politiques dits de gauche. Rien n'a été fait non plus. Si je peux me permettre, Papon n'était pas à son premier exploit dans ce genre. C'était pas. Si je peux me permettre, Papon n'était pas à son premier exploit, n'était pas un novice dans ce genre d'agissement. Ah bon, je ne vais pas aller plus loin sur cet exemple, hein, mais je veux dire qu'il y a un contexte, j'allais dire, médiatique, politique et historique. J'ajouterais à ça qu'il y a une situation économique aujourd'hui qui amène effectivement ce mélange des tenants et qui amène effectivement à monter en épingle
des situations qui pourraient être localement cernées, ou en tout cas dont les militants dénoncent comment dire, l'amplification qui est donnée. Bref, ça pourrait être autrement, mais ça n'est pas autrement. Voilà. Donc, je peux me permettre juste spontanément, je reviens à ma question. Non, mais j'entends pas votre question. Parlez Non, je peux préciser. À propos de... C'est la première remarque que tu as fait, c'est ça? L'intérêt est à qui? Qui profite de cette situation? Voilà, c'était la question. Qui profite de cette situation? Bah, la question que vous me posez, c'est qui profite de la situation qui amplifie les situations? C'est ça que vous me posez comme question? Oui, oui. Bah, pour le moment, je dirais que... Pardon. Ça m'engage à vous faire une réponse politique, ce que je ne veux pas faire là ce soir, parce que c'est pas mon job là ce soir. Moi, ce soir, je suis venu vous présenter, je vais bien vous parler après, je suis venu vous présenter le résultat d'une enquête, hein. Bon, donc je ne veux pas ce soir entrer dans un débat politique. Mais je vais vous dire que pour répondre à votre question à l'inverse, pour ne pas vous dire qui profite de cette situation, je vous dirais qui est victime de cette situation. Et là, je suis venu vous dire que qui était victime de cette situation sont les enseignants et certains élèves de nos établissements scolaires. C'est ça. Hein, ça pourrait être autrement, quoi. Hein. Moi, j'ai été prof du secondaire. J'étais déjà prof du secondaire avant 89. J'ai été dans la première ZEP de France au Havre. J'ai eu dans un quartier de docker extrêmement populaire avec beaucoup d'enfants d'immigration. Je peux vous dire que j'ai jamais rencontré le moins de problèmes avec les enfants d'immigration, et c'était des enfants d'immigration du Maghreb, hein, bon, à l'époque. Je vous parle avant 89. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé. Quoi. Je voudrais juste faire une petite remarque sur la question sur laquelle tu étais en faux, tu t'inscrivais en faux. C'est qu'effectivement, dans les écoles privées, ils n'ont pas le droit d'imposer la messe ou une cérémonie religieuse aux élèves, c'est optionnel. Par contre, ce qui a été écrit ici, on parlait d'un rassemblement. J'ai l'impression que l'établissement parlait de rassemblement, où il disait que ce n'est pas une cérémonie religieuse, mais que les élèves étaient invités. C'est peut-être, c'est à confirmer, un détournement ou un contournement de la loi. Voilà. Ce n'est pas l'impression qu'elle avait voulu donner. Non, puis si vous voulez, notre enquête, elle n'est pas centrée sur les écoles sous contrat. Hein. Je veux dire, les écoles sous contrat, ça fait partie du système scolaire français, donc on est allé enquêter comme on est allé ailleurs. On n'a pas mis, je veux dire, le phare sur précisément les écoles catholiques, chrétiennes, juives ou musulmanes. C'était pas du tout... D'ailleurs, on a été super bien reçus dans les écoles musulmanes, pour tout vous dire. Hein. Bienvenue dans les écoles catholiques. Donc, bref, c'est leur système de fonctionnement. On le respecte, c'est tout. Alors après, effectivement, si les chefs d'établissement arrivent... Enfin, je vais quand même dire quelque chose qui me tient à cœur. Si quand même, dans les écoles catholiques, l'idée est quand même bien, et j'ose le dire, l'évangélisation. C'est tout de même si il y a un esprit d'ouverture, même si on accueille tout le monde, bon, voilà, il y a quand même cette idée de fond. Donc, et c'est une idée que je respecte et qu'on n'a qu'à respecter, et que respecter. Parce que c'est une école catholique, elle annonce la couleur, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je veux dire que le fond du problème, c'est quand même une question, j'allais dire, d'enrôlement, hein, pour rester assez large. Excusez-moi. Bonsoir, merci pour ce travail. Et donc, ce qui apparaît, est-ce que vous m'entendez ou est-ce qu'il y a un harcèlement? Ça va? Vous captez? Donc simplement, ce qui ressort dans ce travail, c'est que les enseignants se retrouvent face à des situations sans cadre, on a l'impression, sans accompagnement, pour faire face à tellement de situations qui peuvent être source de conflits, de violence, d'incompréhension, de quiproquos, et ils gardent comme moteur essentiel, comme cap,
maintenir l'enfant dans le champ du scolaire, quoi. C'est ça leur leitmotiv premier, mais on voit qu'ils sont envahis par un champ sociétal qui est énorme, quoi, je veux dire, sans forcément un prescrit, un accompagnement, un cadre, des moyens par rapport à ces sujets que vous avez abordés. Donc, ils développent des contournements, des stratégies, des mécanismes individuels et collectifs en fonction des contextes. On voit bien que, d'ailleurs, une telle désaffection pour le métier d'enseignant que, je ne sais pas, combien de postes qui manquent, et en plus il y a une politique budgétaire qui va tailler peut-être. Donc je vois que les enseignants sont confrontés à des situations complexes où ils doivent inventer, créer, imaginer à chaque fois des conduites adaptatives pour maintenir l'élève et pas rentrer en conflit avec l'élève, etc. Merci. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui. Non, mais vous avez raison, c'est tout à fait le sens de ce livre, tout à fait. Hein. C'est l'objectif. Enfin, nous avons compris les propos des enseignants comme étant effectivement face à des situations alors, complexes. Ce n'est pas les questions de religion, de discrimination, de racisme. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé du tout de discrimination parce qu'on n'en a pas trouvé dans les établissements, vraiment très très peu. Hein. Mais je veux dire que ces questions-là, ce sont des épreuves pour eux, mais ce ne sont pas les seules épreuves. Et ce ne sont pas les épreuves majoritaires. On a quand même enquêté dans 11 académies, notamment dans la ceinture parisienne. On a balayé un peu dans toute la France. Et on aurait dû trouver normalement, voilà, et on a trouvé, je dirais, un accord où l'ensemble des enseignants, eh bien, ils font face aux situations qui leur arrivent, ils sont démunis, hein, je ne sais pas, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a eu dans votre classe un élève qui a été signalé comme radicalisé. On va l'arrêter dans le quartier de l'établissement. Ses copains sont peut-être dans sa montée d'escalier. Ben, le lendemain matin, vous êtes prof dans la classe à 8h. Il faut faire face, quoi. Hein, et ces personne ne viendra faire classe à votre place. Donc vous êtes bien obligé, soit vous avez une position radicale, et puis dans ces cas-là, ben, les élèves, vous savez, ils sont plus d'âge scolaire quand ils sont au lycée, soit ils vont s'affronter, soit ils vont partir, ils seront déscolarisés. Et justement, les élèves qui ont le plus besoin d'être scolarisés, justement, c'est une question. En les scolarisant le plus possible, on va les amener à prendre de la distance par rapport à leurs croyances. Et je crois que c'est ça le plus important. Et les profs sont là pour ça. Et tant mieux si les profs... Alors, je ne sais pas s'il faut dire tant mieux, tant pis, mais s'ils hybrident, c'est-à-dire ils tiennent compte des traditions, et en même temps, ils essayent de faire respecter le cadre, hein, et ben, tant mieux si ça laisse les élèves dans les établissements scolaires. Mais on pourrait quand même se poser la question de savoir si ça ne redéfinit pas le sens de la laïcité. Bon, alors ça, c'est un autre débat. Mais quelqu'un a demandé la parole. Non, mais la jeunesse. Oui, moi, je voudrais juste rapidement revenir sur les propos du premier intervenant. Par rapport à l'école privée, dans les statuts de l'école privée, il y a une mission d'évangélisation, déjà. Ça c'est sûr. Et pour avoir vécu d'assez près la scolarisation des enfants dans une école privée toute petite, pourtant dans la région grenobloise, dans un tout petit village, enfin dans un petit village, les enfants de la maternelle au CM2 étaient obligés, pour conforter ce que vous avez présenté tout à l'heure, d'aller au fameux rassemblement pour Pâques et pour Noël. J'ai bien dit, ils étaient obligés. C'était des enfants de 3 à 11 ans. C'est tout. Je voulais juste apporter cette précision, parce que ce qui a été écrit là, je suis désolée, mais moi je ne m'inscris pas en faux. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit et écrit sur le diaporama. Alors, peut-être que ça dépend aussi des établissements scolaires, du public qu'il y a, du chef d'établissement. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Moi, quand je suis allée enquêter dans 2 établissements sous contrat, 2 établissements catholiques et un établissement juif,
Dans l'établissement catholique, j'ai pas pu enquêter auprès d'un seul prof, mais le chef d'établissement m'a dit que c'était sur la base du volontariat et que tout le monde allait à l'église. Et que même les parents musulmans venaient ce jour-là. Et que les parents musulmans mettaient leurs enfants dans cet établissement-là, parce qu'au moins là, on leur parlerait de Dieu. Voilà ce que j'ai eu comme discours. Alors, voilà, dans l'établissement juif, dans cet établissement juif, alors là, c'est très autoritaire. Hein. Vous ne pouvez, enfin, c'est très autoritaire. C'est une obligation, voilà. Donc, voilà, je ne suis pas ni anti, ni pour. Je vous dis ce que j'ai récolté comme discours. C'est tout. Et j'ai été très bien reçue chez les juifs. À 2 reprises, très bien reçue. Hein, et chez les musulmans, mes collègues ont été très bien reçus. Voilà. Je pense que c'est quasiment chez les catholiques qu'on était le moins bien reçus. Mais bon, voilà. Bonsoir, alors j'ai pas lu l'enquête, mais je suis contente de la connaître. J'ai une question par rapport plus au corps enseignant. Est-ce que vous avez trouvé des cas justement de problèmes, par exemple sur la laïcité, avec le corps enseignant? Et j'explique ma question. Donc moi j'ai des parents qui sont profs, et mon papa avait un collègue, notamment qui venait de la région de Montpellier, qui avait expliqué qu'un contractuel, par exemple, faisait jurer sur le Coran dans son cours. Et du coup, est-ce que dans votre enquête, vous avez rencontré ce genre de cas? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe au sein de l'établissement? Merci. Alors, oui, on a rencontré ces cas-là dans notre enquête. Je ne les ai pas précisément exposés ici. Il y a des enseignants qui sont tellement démunis, hein, j'ai pas tout passé, on aurait pu encore discuter longtemps, mais par exemple, je pense au cas d'une enseignante qui fait son cours sur l'islam en 5e, parce que je crois que c'est au programme en 5e. Elle fait son cours sur l'islam. Et elle a dans sa classe, dans des quartiers très populaires, elle a dans sa classe une majorité d'enfants de l'immigration qui se disent musulmans. Et quand elle fait son cours, les enfants se dressent contre elle et lui expliquent que c'est totalement faux parce que leurs parents leur ont bien expliqué que c'était pas du tout ça. Alors l'enseignante, elle explique qu'elle a bien préparé son cours, elle s'est appuyée sur des ressources scientifiques sérieuses. Elle a amené ses élèves sur ces... Bon, il n'y a rien à faire. Les enfants leur expliquent, ils savent plus qu'elle, puisque leurs parents, on peut comprendre, ils sont en 5e. Hein, on écoute ses parents en 5e. Hein, bon, voilà, encore. Mais bon, alors, elle n'a pas mis le Coran sur la table, mais on a rencontré effectivement des cas où l'enseignant est tellement... Et surtout les jeunes enseignants. Hein, je pense par exemple à une autre situation, ça se passe dans un collège du Nord-Isère, justement. Hein. L'enseignante est prof de musique et elle veut faire chanter du gospel. Et dans sa classe, on lui explique que non, on ne chantera pas du gospel parce que c'est chrétien. Et non, et non. Donc elle est totalement, elle commence sa carrière. Elle est totalement déstabilisée, bon voilà. Par bonheur, dans cet établissement, il y a un collectif, des ce qu'on a appelé dans notre ouvrage des micro-collectifs, c'est-à-dire que cette enseignante, elle fait corps avec des enseignants plus chevronnés. Alors ce ne sont pas ses conseillers pédagogiques du tout, hein, mais il y a une sympathie entre eux, et comme ils sont plus chevronnés, ces enseignants vont, lui dire « t'affole pas, laisse-les faire, fais chanter, s'ils veulent pas chanter, laisse-les faire, tu verras qu'ils vont chanter dans quelques temps. » Bon, donc du coup, l'enseignante, elle a pris appui sur ses collègues, elle a eu moins d'émotions, etc., elle est repartie dans sa classe, mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est impossible, Il y a même des enseignants qui nous ont raconté que c'est tellement impossible, mais encore une fois, je dis que c'est rare. Je ne dis pas que c'est à tous les cours. Je dis que c'est rare, mais c'est tellement impossible de temps en temps, hein, comme par exemple, c'est en cours de SVT. Il faut mettre le schéma
de l'appareil reproducteur dans son cahier, il faut le regarder, ou je ne sais pas. Non, les élèves ne veulent pas parce que leurs parents ne sont pas d'accord, etc. Eh bien, il arrive, il y a d'autres élèves qui ne veulent pas si mal. Il arrive, même pas lié à la religion, je vous donne un exemple complémentaire. Ce prof de SVT dit, dans ma classe, je demande qu'on mette une blouse blanche en couche de SVT pour les manips de SVT. Eh bien, il y a des élèves qui disent non, je ne mettrai jamais une blouse blanche, parce que bon, moi je ne mettrai pas ça. C'est pas de la religion, ça c'est rien. Bon, eh bien, l'élève s'obstine, le prof ne va pas se battre avec tous ses élèves. Tu ne veux pas, tu mets pas de blouse blanche, c'est pas grave. Et là, tu ne veux pas mettre l'appareil reproducteur dans ton cahier, et bien tu ne le mets pas. Résultat des courses, il y a quelques élèves qui se privent de savoir. Et vous ne pouvez rien faire. Mais ils restent là. Et on peut espérer qu'ils vont évoluer. Et on a des cas qui évoluent. Et je pense que ça, même si c'est dur pour vous dans vos classes, je pense qu'il faut vous battre là-dessus. Il faut garder vos élèves dans la classe. Ils ne veulent pas grave, laissez faire. C'est des gamins, ils ont 12-13 ans, ça va changer. Ça va changer. Ne vous énervez pas en les mettant à la porte. Surtout pas. Bonsoir. Vous avez parlé de pratiques un peu adaptatives de la laïcité, avec des pratiques clandestines un peu. Je voulais vous demander si vous aviez rencontré des réactions de la part soit du principal ou du rectorat vis-à-vis de ces pratiques. Alors, dans le cas que je vous ai exposé du lycée Einstein, c'est un accord. Mettre un gilet par-dessus son djellab, c'est un accord. Ça permet de fonctionner. Ça permet de fonctionner. Le chef d'établissement, il est d'accord. Il est d'accord, c'est un accord. Il n'y a rien d'écrit, absolument rien d'écrit. Mais il y a une telle pression du quartier et il y a un tel historique de cet établissement, une telle mauvaise réputation que les effectifs de l'établissement avaient fondu comme neige au soleil. Il a fallu que ce nouveau proviseur arrive, que le rectorat lui dise il faut vraiment faire quelque chose, on va fermer l'établissement. Alors c'est dommage, j'ai un lycée où il y a des sections professionnelles avec un recrutement national. C'est vraiment lunetterie, optique, imprimerie, que sais-je, plein de choses. C'était très dommage. Donc, si vous voulez, là, il fallait trouver des accords. Et par rapport à la laïcité, voilà quoi. Comment on fait? On a un proviseur qui laisse faire. Dans notre enquête, on a rencontré un principal de lycée, de collège privé catholique parisien qui s'est trouvé confronté avec des mères voilées qui venaient chercher leurs enfants à la sortie de l'établissement ou qui rentraient dans l'établissement pour le conseil de classe ou pour diverses choses à faire dans l'établissement, qui même tenaient, une petite association où il y avait des ventes de gâteaux, etc. Il y a des parents d'élèves qui sont montés au créneau et qui ont dit pas question de ça, qu'est-ce que c'est que ça? Donc la principale a expliqué de manière ultra autoritaire que, et je pense pas que ce soit, en tout cas pour ce qu'ont dit les enseignants, c'est pas la méthode autoritaire qui est la meilleure. Elle a dit, écoutez, on est dans un établissement où on accueille tout le monde. On est dans un établissement ouvert à tous, des élèves et des parents, quelle que soit leur confession, etc. Et elle a ajouté, c'est dans le livre, moi quand je ne suis pas content de mon boucher, je change de boucher. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que plus la situation est autoritaire, plus il y a du braquage. Jusqu'où faut-il aller? C'est la question. Jusqu'où faut-il aller? On peut avoir... moi, quand je suis arrivée dans cet établissement où il fallait mettre un gilet par-dessus le djellab, je me suis dit, oh là là. Je connais même un autre établissement à Grenoble où, à l'intérieur de l'établissement, c'est un collège, on donne une salle pour que les filles enlèvent leur voile. Mais elles vont en cours. Vous voyez? Bon. On imagine qu'à un moment donné, il va y avoir des réflexions. Alors, non pas pour qu'elles retirent leur voile, ça c'est pas la question, c'est leur conviction.
qui est exprimée ailleurs que dans l'établissement scolaire, c'est tout, hein. Bon, c'est tout. La loi de 1905, sur laquelle, alors je me pose en tant que libre-penseur maintenant, hein, puisque je suis là invitée par les libre-penseurs et que je suis moi-même, la loi de 1905, c'est bien une loi qui permet effectivement l'expression de toutes les convictions, sans distinction, mais simplement dans des espaces qui le permettent. Il se trouve que dans les établissements scolaires, c'est pas possible. Point. Partout ailleurs, c'est possible. Donc moi, je voulais vous poser, la question de... Moi, ce qui m'interroge aussi, c'est... Je suis là. C'est la question des contenus scolaires. Moi-même, j'ai suivi une scolarité, et je pense quand même que... ce qui est appris aux enfants n'est pas du tout cosmopolite, par exemple. Les auteurs, les philosophes sont souvent masculins. On apprend des auteurs français, blancs. Et quand on côtoie des amis qui ont fait leurs études, par exemple en Afrique ou au Brésil ou ailleurs, ils nous expliquent qu'eux, à l'école, on leur apprend des auteurs du monde entier. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que... j'ai l'impression de toujours vous dire la même chose quand je prends la parole dans une réunion, c'est qu'on est quand même pétri de culture coloniale, toujours. Quand vous parlez des événements de 61, on est en plein dedans, et je pense qu'y compris au niveau des programmes scolaires, non seulement les auteurs, qui sont cités, etc., sont vraiment toujours les mêmes, on va dire, mais en plus les contenus, l'histoire des rapports entre les différents peuples n'est pas du tout apprise, et notamment l'histoire coloniale. Et je pense qu'il y a des gamins et des gamines à qui ça fait beaucoup de bien de savoir qu'on reconnaît cette histoire. Voilà. Et que, quelque part, on est en dette. Voilà. Donc, j'ai l'impression de me rabâcher un peu parce que des fois, j'ai l'impression de toujours revenir autour de ça et qu'on tourne autour du pot. Ce harcèlement qui est fait des Français d'origine maghrébine, noire, etc., c'est un harcèlement colonial. Oui, bien sûr. Ils ont été harcelés quand on a colonisé ces pays. Tout à fait. C'est-à-dire nos concitoyens, on passe nos vies à nous, mais nos dirigeants, qui ont une mentalité coloniale, passent leur vie à les emmerder. Tout à fait. Voilà. Et nous qui habitons tous en ville, et on a l'habitude de se côtoyer, de s'apprécier, récemment j'ai fait la réflexion, on est beaucoup plus riches parce qu'on se côtoie, et nous on le sait. Mais les pauvres bougres qui rentrent dans ce genre de, les gens des campagnes, on va dire, qui, comme vous le dites, ne sont pas du tout métissés, donc ils ne connaissent pas du tout, justement, des Français issus d'autres origines que la leur, donc ils rentrent dans une espèce de piège dans lequel, ils se tirent une balle dans le pied eux-mêmes. Bon, je ne sais pas toujours très bien dit ce que je veux dire, mais j'espère que je suis à peu près claire. Non, mais vous avez parfaitement raison, hein, c'est bien ça. Ça mérite aucun commentaire, hein, vous avez dit ce qu'il fallait. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un colonialisme local, voilà, et le cours Grand Maison vous persuadera encore de ça, hein, vous avez raison de le dire, oui. Oui, alors, c'était moi qui voulais vous parler, je suis là, madame. Oui. Donc, vous parliez des espaces dans lesquels la laïcité doit être protégée, en quelque sorte. Hein? Oui, c'est de ça que vous parliez. Ben, moi, j'ai été choquée en tant qu'enseignante. Je ne sais pas si c'est courant dans beaucoup d'établissements, mais dans un établissement où j'ai enseigné, eh bien, ils enseignaient le catéchisme dans les murs du collège. Alors, je ne sais pas s'il y a des enseignants qui sont présents aujourd'hui, et si ça leur est arrivé, mais c'est choquant. Oui, alors ça, vous parlez des établissements sous contrat, c'est ça? Oui. Comment? Oui. Public ou privé? Oui. Non. Justement, c'est ça qui est choquant, c'est qu'il s'agissait d'un collège public dans lequel on venait enseigner le catéchisme. Alors, on a eu un cas, effectivement, on s'est battu en tant que libre-penseur dans un établissement scolaire, c'est un lycée près de Grenoble, qui effectivement donnait une salle dans l'établissement pour enseigner le catéchisme. Hein, donc, le catéchisme, on sait qu'on doit libérer un jour pour la religion dans
dans l'établissement public, c'est pour ça qu'il y a le mercredi. Mais ce lieu doit être hors de l'établissement. Voilà. Hein, donc ça, bah là, je ne sais pas où vous étiez, mais ça méritait de monter, ça méritait de monter au créneau, effectivement. Ouais, oui. Bonsoir. Oui, merci pour la présentation. Je voulais faire deux petites observations, si vous permettez. La première, ça concerne le lycée Stanislas. Là, récemment, il y a eu un complément d'enquête qui a porté justement sur ce lycée. Et les journalistes sont rentrés dans ce lycée, difficilement évidemment, hein, et on a su qu'il y avait une pratique obligatoire religieuse, catholique évidemment. Donc il y a un confessionnal qui est obligé. Il faut que les étudiants, enfin les élèves y aillent au moins une fois par semaine. Il y a 3 prêtres, je crois. Et Libération a fait une enquête dans laquelle il montrait que les prêtres étaient plutôt d'extrême droite. Voilà, ça c'est complément d'enquête, hein, c'est pas moi. Pardon? Ouais, voilà. Le lycée, il dit, voilà. La deuxième observation concerne en fait une thèse qui a été soutenue récemment, mais je ne me souviens pas hein, du titre, sur les entorses à la laïcité. J'ai du mal à le dire. C'est une thèse soutenue à Aix-Marseille, je crois, et la fille démontre que la plupart des faits divers dits entorse à la laïcité sont des faits en fait requalifiés à la demande de la hiérarchie. Ce ne sont pas les enseignants qui les qualifient comme étant des entorses à la laïcité, mais dans l'écrasante majorité, c'est la hiérarchie qui veut. Et pourquoi la hiérarchie le veut? Elle a enquêté là-dessus aussi, parce que les hommes politiques voulaient ces faits dans des contextes très particuliers, notamment à la veille des élections. Et on en avait besoin de ces faits, voilà, requalifiés. Donc ce qui m'amène à dire que, en fait, c'est vraiment une construction, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une construction en problème politique. Pourquoi? Parce qu'on en avait besoin, exactement comme ça s'est passé en 1989. 1989, il faut rappeler le contexte, hein, c'est la chute du mur de Berlin, on est en plein contexte. Donc les pays de l'Est ne sont plus un ennemi politique objectif qu'on peut descendre comme ça à longueur de journée. C'est plutôt l'islam qui va prendre la place des pays de l'Est, du bloc de l'Est. Et ça devient le bouc émissaire jusqu'à maintenant. Et on construit encore ce problème. À la veille des élections, ça devient vraiment une boutique électorale. Et c'est la compétition entre la classe politique, au sein de la classe politique. Voilà. Troisième élément peut-être, si vous me permettez, troisième observation, d'ordre historique. Parce qu'on a beaucoup dit sur les musulmans qu'ils seraient plutôt allergiques à la laïcité, ce qui n'est absolument pas vrai. Je donne un exemple historique. En 1905, quand la loi portant laïcité a été promulguée, alors même que les musulmans, notamment algériens, étaient colonisés, et bien en Algérie même, ça a fait monter en flèche la fréquentation, la demande d'abord scolaire, qui était vraiment très réduite. Ben, les parents se sont mis à demander à aller dans les écoles publiques. Pourquoi? Parce que les pères blancs étaient dominants avant 1905. Et les familles n'allaient pas massivement. En revanche, quand la loi 1905 a été promulguée, et bien là, le comportement des familles vis-à-vis de l'école publique a radicalement changé. Bon, merci pour votre... J'ai vraiment rien à ajouter, vous avez fait l'analyse. Bonsoir. Moi, j'aurais une question. Avez-vous été confronté dans vos enquêtes au racisme des enseignants? Vous dites que les enseignants font ce qu'ils veulent. Approchez le micro. Alors, avez-vous été confronté dans vos enquêtes au racisme des enseignants? Avez-vous chez les enseignants? Est-ce que je suis confrontée au racisme des enseignants? Alors, dans notre enquête, on peut pas le dire.
Hein, si vous lisez cet ouvrage-là, vous verrez que vous ne trouverez pas d'exemple de ce type-là. Je vous répondrai seulement en vous donnant, en ayant, moi j'ai une inquiétude, parce que c'est une enquête qui est avec, j'allais dire, un objectif bien particulier, et on n'a pas étendu nos investigations au-delà. On n'a pas posé des questions qui nous permettraient de dire que oui ou non, les enseignants ont des attitudes racistes. Hein. On n'a pas ces données-là, donc je ne peux pas répondre. Je vais vous répondre sur un plan qui m'est personnel. Je suis très inquiète de voir qu'en 2012, 4% de la population enseignante votait extrême droite. Et qu'en 2024, 25% de la population enseignante vote extrême droite. Donc on peut se poser la question de savoir comment ça va se passer. Alors je ne suis pas en train d'accuser des enseignants d'avoir des opinions politiques X, Y et Z. C'est leur problème. Hein. Bon. Par contre, je me dis que le corps enseignant, malgré, j'allais dire, la discipline, leur discipline d'enseignement qui les amène à une certaine réflexion, à des lectures, à une ouverture d'esprit, n'échappe pas à l'intoxication, j'allais dire, gouvernementale aujourd'hui. C'est pas un hasard si on passe de 3 ou 4% à un quart de la population enseignante en 10 ans. Hein, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui se passe de grave. Hein, et, on pourrait aussi continuer les débats. Moi, ma génération d'enseignants, on était politisés, on était syndicalisés, on était engagés. Quoi. Pour avoir formé des enseignants à l'ancienne IUFM de Clermont-Ferrand, à l'INSPE de Lyon, hein, pendant plusieurs années, j'ai rencontré des jeunes qui étaient très rarement, je vais dire alors, à leur décharge, c'est absolument pas une critique de ma part, à leur décharge, c'était obtenir le concours. Donc, pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Hein. Moi, quand j'étais à la fac, dans les couloirs de la fac, il y avait le PC, il y avait l'extrême droite, l'extrême gauche, etc. Maintenant, quand moi j'ai enseigné à la fac, les couloirs sont très calmes. Hein. Il n'y a pas, etc. Bon, alors peut-être maintenant, Mais bon, je veux dire que dans les instituts de formation des maîtres, c'est très calme. C'est très calme. Bon, donc je veux dire que le savoir ne vient pas que par une seule voie. Hein. Je veux dire, il y a des engagements, etc. Bon, voilà. Je dirais aussi, et pour d'autres dimensions qui sont celles de ma recherche, le corps enseignant français, aujourd'hui, c'est un corps enseignant issu des classes moyennes. Il y a très peu d'enseignants issus des classes populaires sur l'ensemble des enseignants de France. Hein, on a de moins en moins d'enfants des classes populaires qui deviennent enseignants. Bon. Donc, il y a plusieurs conséquences à ça. Et je dirais que, il y a toutes ces dimensions dont il faut tenir compte pour essayer de comprendre pourquoi il y a une telle transformation du système, du monde enseignant et de leur manière de penser. Voilà. On pourrait débattre encore bien longtemps là-dessus. Peut-être aussi que les enseignants changent aussi. Comment ? Les enseignants changent. C'est moi. Je suis enseignante. Les enseignants changent aussi. Vous n'entendez pas en fait. Et que c'est peut-être la classe moyenne, mais le corps enseignant est en train d'évoluer. Oui. Alors je voudrais vous dire aussi que non seulement le corps enseignant change du point de vue de son recrutement social, mais actuellement nous sommes en train de mener un travail sur les reconversions professionnelles. Et j'ai d'ailleurs commencé il y a quelques années là-dessus, et nous arrivons à une situation qui est intéressante à analyser, c'est-à-dire que 20% du corps, je ne parle que des professeurs des écoles, je ne parle pas d'un autre corps, mais c'est sur ce corps-là que nous avons travaillé,
le corps enseignant français, 20% des enseignants du premier degré actuellement sont en reconversion professionnelle. Et nous avons dans nos promotions des anciens avocats ou avocates, plutôt des femmes, beaucoup d'ingénieurs femmes, des DRH de haut poste, des mères de famille voilà, qui avaient fait différents métiers. Et ça change le métier, ça change les mentalités et ça change le rapport au monde. Voilà. Oui, alors moi j'ai pu faire plusieurs constats. Cette année, la rentrée scolaire s'est fait sans ministre de l'Éducation. Et les instituts et les profs ont bien géré ça. On a eu 4-5 ministres de l'Éducation en, je sais pas, 5-6 ans là. On constate aussi que 12 milliards partent, 12 milliards de financement partent dans les écoles privées, d'accord. On voit aussi que nos enseignants sont en difficulté, par exemple en primaire. Moi je suis DDEL, j'interviens dans les écoles primaires et je constate que des directeurs, des enseignants avec l'école inclusive rencontrent de grosses difficultés. Par contre, ils s'adaptent de différentes façons parce qu'ils n'attendent, j'ai envie de dire, pas grand-chose de leur tutelle, d'accord. Mais quand même, je suis très inquiet. Ces enseignants démissionnent au concours. On a plus de postes que de candidats. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre école publique? C'est un des piliers de la République, ça. On l'oublie, là. Quand on change quand on écrit les nouveaux manuels d'histoire, qu'on efface des paragraphes entiers de notre histoire coloniale et ainsi de suite, hein, ça rejoint les questions de certains dans cette salle. Je me dis, qu'est-ce qu'on veut faire dans notre école publique? Il y a un grand danger. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors, on peut prendre encore une question s'il y en a, sinon on va peut-être arrêter là. Voilà. Donc la dernière, et après il y a une information avant de vous laisser partir. Alors c'est plus une remarque par rapport à l'histoire coloniale à l'école. À l'école, il n'y a pas très longtemps. Donc je trouve quand même qu'on a beaucoup évolué. Maintenant on parle quand même de la guerre d'Algérie, ce qui ne se faisait pas avant. Et on a quand même des cours sur le monde colonial. Après, bien évidemment, ça ne suffit pas. Et il faudrait aussi beaucoup plus d'enseignants en université dans des chaires spécialisées sur la colonisation. Mais je trouve qu'il y a une brèche qui est en train de s'ouvrir. Et il y a notamment des postes aussi dans l'administration qui s'ouvrent. Notamment, là j'ai un exemple à Bordeaux, où il y a un chargé de mission qui va être recruté dans la politique mémorielle sur la colonisation dans l'histoire de la ville. Et en tout cas, les historiens ouvrent une brèche et j'ai l'impression que la société est en train de suivre aussi. Je ne suis pas sûre que ça soit aussi noir qu'on pourrait le dépeindre. On est quand même en train d'évoluer, on est en train de prendre la question en main et surtout dans les universités. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux. Il y a plus de questions, c'est bon, on arrête là, on en reste là. On va remercier évidemment Noël Monin, Jacques Marche et l'association de Libre Pensée. Je voulais préciser deux choses. Enfin, une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de livre ce soir, mais vous avez la possibilité, si vous laissez votre nom, de commander le livre et vous pouvez le récupérer à la librairie Les Raconteurs d'Histoire à Chamalières. Il est tout à fait d'accord pour commander des livres et c'est fonction de la demande, comment dire. Donc on va mettre une feuille et vous pourrez marquer vos noms pour passer la commande. Voilà. L'autre chose que je voulais dire, c'est que la personne dont je n'avais pas le nom, c'est Georges Planas, qui est responsable de l'association AMAR, des réfugiés républicains espagnols. C'est lui qui est responsable de cette association qui sera présent.
Voilà, en gros. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup, et merci à vous.